Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. Dans cette émission, nous allons tout simplement avec l'ami Corentin ici présent. Hello. Vous parler de comics, de bandes dessinées qu'on a lues et dont on avait envie de parler un petit peu dans le podcast, que ce soit pour dire c'était de la merde ou alors c'était génial, ou parfois même il y a des nuances avec tout un tas de paliers entre les deux. Genre c'était un peu de la merde ou c'était un peu génial, ce genre de choses. C'était presque de la merde. C'était pas tout à fait. C'était pas tout à fait génial ou presque. Bref, on est là juste simplement pour parler de bandes dessinées. En discuter un petit peu là à chaque fois, on en discute une bonne dizaine de minutes, cool. Parfois entre nous, et ma foi, peut-être que parfois en nous écoutant vous direz vu comme ce sont d'excellents prescripteurs, je vais aller suivre leurs recommandations et je vais aller lire cette BD, ou à l'inverse, je les déteste ces deux gauchias, donc s'ils ont dit que c'était des BD nuls, je vais aller les lire de ce pas. Ils ont l'accent marseillais. Je sais pas. C'est pas spécialement plus à l'extrême droite que le reste de la France. Non, c'est vrai, mais non, c'est de Nice plutôt. Mais bon. L'accent ch'ti, tu peux. Non, mais j'ai pas. Je rigole, j'ai beaucoup d'amis ch'ti. Bon, voilà. Merci Nadine, ça fait plaisir. Donc pour ce petit back issues, vous le savez maintenant, les back issues ils sont un peu plus courts, mais c'est pour qu'ils soient plus réguliers. C'est notre nouvelle formule et je crois que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je crois que ça vous plaît quand même qu'ils soient un peu plus réguliers. Ça fait moins d'argent à dépenser pour eux aussi. Bah pas forcément s'ils sont plus nombreux. Parce que les gens écoutent tout. Ils écoutent tous les back issues ? Je sais pas. Il y en a qui aiment. Vous êtes trop silencieux dans les commentaires Spotify. Merci à ceux qui laissent des commentaires. On vous aime, on vous adore. Un petit peu, ouais. Non, mais attends, il faut que j'ouvre le Discord pour qu'il y ait plus de retours là-dessus. Ça fait un bail, là. Oui, je l'ai teasé, mais il faut, voilà, ça arrive là. Promis, voilà, avant la fin du mois d'avril, le Discord sera ouvert. Voilà, comme ça, j'ai un engagement, je dois m'y tenir. Bref, tout ça pour vous dire donc que on vous parle de quelques BD. On va commencer avec Monster Kill Squad de Christos Gage et de Thomas Giorello. Non, du coup, non, parce qu'en plus, il est argentin, je crois. Donc, ça peut être. C'est un bon accent pour. Giorello. Ouais, mais il est pas. Giorello. Ouais. Mais bref, tout ça pour vous dire donc que c'est le dernier né de Bliss Edition aux éditions Bad Idea. On vous avait parlé de l'île des orques il y a pas si longtemps, qu'on trouvait ça excellent, que c'était vraiment très bien. Donc on vous rappelle que allez lire l'île aux orques de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, surtout qu'il y a un énorme podcast qui arrive avec les deux auteurs, qui a de plus d'1h30 avec notamment une bonne heure juste avec en solo avec Dysart qui envoie des scuds et des fions et tout, qui est incroyable quoi. C'est Joshua quoi, il est trop fort. Et donc là, Monster Kill Squad, de quoi ça parle, Corentin, s'il te plaît? Ça parle d'un monde dans lequel la boîte de Pandore, la fameuse boîte de Pandore, a été ouverte. Elle a été ouverte, ce faisant libérant des portails dimensionnels permettant à des monstres de toute catégorie de fondre sur le monde et de prendre d'assaut l'espèce humaine. Et un personnage principal, dont j'ai oublié le nom, va fonder une équipe qui s'appelle la Monster Kill Squad, qui va s'entraîner précisément pour aller combattre ces monstres-là et leur défourailler la gueule à coups de fusil à pompe et d'arbalète et de grenades qui contiennent de l'eau bénite. Et voilà, c'est le début et la fin du concept. Voilà, donc pour attaquer directement sur mon avis, le projet en fait, il évoque, c'est vraiment l'un des trucs les plus Johan. C'est vraiment l'un des trucs, Arnaud dit Johan en micro pour le nom de l'héroïne. C'est vraiment l'un des trucs les plus faciles à faire en comics. En fait, ça, vous prenez le moindre concept, les aliens, les zombies, les œuvres d'art, ce que vous voulez. Vous dites, en fait, ce monde-là représente une menace pour l'espèce humaine. Montons une équipe de Black Ops pour les défourailler. Voilà, vous avez ça dans Art Ops, voilà, de Michael Red, très bonne BD. Où les œuvres d'art prennent vie et où du coup il faut monter une escouade pour leur taper la gueule. C'est un peu plus artsy, du coup un peu plus recherché aussi quoi. Oui, c'était mieux. On est d'accord. Oui, c'est sûr. Vous avez ça dans Cryptid, je crois, le projet où le Bigfoot s'associe, un Sasquatch s'associe avec une agente du FBI pour traquer les cryptides qui sont donc des créatures fantastiques, etc. Vous avez ça dans Department of Truth, voilà, où là c'est les théories du complot qui prennent forme humaine, enfin qui prennent une matérialité. Donc ça a déjà été fait, là, même en vous décrivant le concept, probablement que vous pensez à X-Files, vous pensez à plein de trucs comme ça. C'est pas tout à fait nouveau, c'est même un truc qui a été qui a nourri en fait beaucoup de séries indépendantes pendant très longtemps parce que c'était une base très facile à faire. Et là, il y a même des trucs par rapport aux contes de fées et tout, bref. Là, grosso modo, l'originalité, on va dire, c'est que ça se veut quand même un peu plus violent. Ça se veut un peu plus monstrueux, parce que c'est vraiment des monstres au sens où il y a le clown de ça, par exemple, qui est très explicite. C'est vraiment tous les c'est tous les monstres du folklore, c'est un peu à la manière de Kaiju Max en fait aussi, où t'avais tous les kaiju en fait, enfin tous les monstres géants, toutes les créatures qui étaient mêlées dans un seul univers. Sauf que Kaiju Max c'est mieux. Lisez Kaiju Max.
En plus, Voilà, c'est chez le même là- éditeur. Là, il y a aussi justement des Bigfoot, des Ouais. Sasquatch, des Wendigo, enfin toutes ces créatures d'hommes-singes légendaires. Vous avez la Gorgone, enfin Méduse, la Gorgone. Vous avez Pandore elle-même. Vous avez tout ce qui va avec tout. En m'écoutant parler, je m'aperçois que j'ai oublié de citer l'exemple comparatif le plus accablant pour ce projet, qui est évidemment la série BPRD de Mike Mignola, qui est exactement le même concept, puisque c'est des agents dont certains sont des monstres et surentraînés pour combattre précisément les créatures de folklore. Voilà, donc ça existe déjà en comics même, ce concept-là. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, Christos Gage, c'est pas tout à fait nouveau non plus chez lui, c'est un scénariste de l'efficacité, un scénariste de l'action. Alors, parfois ça donne des trucs très bien, comme Non-Stop Spider-Man, voilà, qui était... Non, ça c'est Joe Kelly. Ah ouais? Ouais. Mais non. Si. Sérieux? Ah, dommage. C'est sûr? Non, si, oui, parce Ah, que merde. Christos Gage, il a fait plutôt les comics Marvel Spider-Man dérivés du jeu vidéo, qui Ah, étaient c'est marrant pas- parce que moi, dans voilà. ma tête, en le lisant, je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, c'est pas du même niveau que le mec qui a fait Non-Stop Spider-Man. Bah ouais, Du bah, coup, ça explique bien des ça choses. explique parce que c'était Ça pas le explique même bien mec. des choses. C'était littéralement Mais pas la après, même voilà, personne. Christos Gage, on l'a vu sur Iron Man. Enfin, il a fait quand même des trucs propres, on va dire. Là, l'idée, c'est effectivement de faire une série d'actions à la Wildcats, à la Youngblood. Si vous êtes de cette génération de fans des années 90 qui aimait bien justement les mécaniques de groupe, suivre une petite troupe de commandos qui font des missions un peu bestiales, ça fait le boulot. Ça fait le boulot même dans le côté un peu série B, parce qu'il y a des dialogues qui sont très série B, des répliques vraiment à coucher dehors du style je vais prendre tes intestins et en faire une balançoire. Voilà, ça c'est des répliques de série B qui moi me font beaucoup rire. La trad est sympa, il y a des petites erreurs derrière dans la trad, il y a des articles qui se répètent ou quoi, c'est un peu dommage. Ouais, des petits coquilles. Mais c'est pas gravissime, après c'est un projet indé, on connaît les moyens des maisons indé de comics en France. Oui, puis même dans les grandes Mais, maisons, la relecture parfois. Si tu t'amuses à regarder toutes les BD qui sortent chaque mois, je pense que le nombre Ouais, je de lis pas assez coquilles, VF de pour ça, relecture et mais, tout ça, ouais, c'est voilà. Mais ouais, pour le coup, voilà, il y a des dialogues qui sont très bien traduits, il y a des ferme ta gueule et tout, voilà, ils hésitent pas à y aller sur le gras, on va dire. Ce qui colle bien à l'esprit du projet, parce qu'en fait, si ça sortait au cinéma, ce serait juste une bonne grosse série B défouloir. Voilà, ce serait un film Netflix, comme les autres, avec effectivement des flingues. Il y a une présence un personnage qui moi me sort un peu par les yeux, un personnage de prêtresse chrétienne, très engagée dans la foi, ça occupe une grosse part de l'album et des dialogues, ça. Ce qui est pas forcément, voilà. Pareil, je pensais escouade de personnages menés par une femme âgée pour contrôler des trucs fictifs. Il y avait le projet de Sean Murphy. The Plot Holes, ouais, bien Plot sûr, Holes, oui, voilà. tout à fait, C'est un complètement. peu comme Plot Holes, Oui. c'est-à-dire que vous avez une héroïne badass d'un certain âge, une équipe de mecs qui, grosso modo, ont des propriétés qui vont se lier avec les monstres qu'ils affrontent. Donc c'est le même concept. Vraiment, vous avez déjà lu cette BD. Ou peut-être que vous ne l'avez pas encore lu, mais dans ce cas, vous tomberez après plusieurs. Voilà. Enfin, voilà, avec tout ce qu'on vous a cité, vous allez recroiserez pouvoir ce lire. concept de Voilà, BD. vous allez pouvoir lire plusieurs Donc fois la BD. c'est pas original pour dessous. Ceci étant, ça tient surtout grâce au graphisme. Ouais. Thomas Durello, voilà, c'est pas la moitié d'un dessinateur, il sait exactement ce qu'il fait. C'est très beau. Il y a une utilisation de la couleur et des épaisseurs qui est vraiment très agréable. C'est pas, voilà, c'est un truc. C'est Diego Rodriguez aux couleurs. Ouais. Voilà, c'est comme Jesus Saiz, cette espèce d'épaisseur relief un peu sur les aplats qui fait que c'est une BD qui est très organique, qui est très vivante. Ce qui est plutôt cool pour des designs de monstres. Alors les designs en l'occurrence sont pas forcément toujours très inspirés. Je laisserai Arnaud en parler parce que c'est plus lui le spécialiste de ce cinéma d'horreur là qui nourrit le bestiaire. C'est très très court. C'est très 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 court. C'est le concept des comics Bad ID. Il y a pas d'ongoing chez Bad ID. C'est des séries en 3 ou 6 numéros grand max. Et ça se sent parce qu'en fait ce genre de concept là a un intérêt à être développé sur le temps très long. Parce qu'en fait on lit pas spécialement juste pour les designs de monstres et les bastons. On lit pour connaître l'équipe, explorer leur traumatisme intérieur, etc. Et là, comme il y a peu d'espace, en fait, ça va très très vite vers sa conclusion qui est définitive. Vous ne pouvez pas imaginer une suite à Monster Kill Squad, c'est pas pour dire que tous les personnages meurent à la fin, au contraire, mais il y a une fin canonique. C'est-à-dire qu'il se termine pas en disant oh, si un jour le concept me réintéresse et tout. Et je trouve qu'à la fin, justement, tu sens une sorte de rush, d'accélération pour en terminer avec ce projet. Du coup, effectivement, là où c'est cool de voir Bliss qui a enfin pu récupérer les droits des comics Bad ID, où il y a de très bonnes choses qui sortent, Odin Zai particulièrement, qui était avec Jurello aussi, voilà, qui est une bien meilleure lecture à tout point de vue. Pirate Queen aussi, qui a un peu le même problème de la brièveté de son récit, qui était quand même plus recherché sur bien des points. Là, effectivement, en fait, je pense que si on doit le conseiller à des gens, il faut le conseiller aux gens qui lisent plutôt du black and white ou du réflexion. C'est-à-dire des gens qui adorent au premier degré, et c'est pas du tout un jugement de valeur, attention, les comics comme Youngblood, les comics comme les Wildcats, les comics comme
Savage Dragon, effectivement. Alors, Savage Dragon, il y a quand même plus de second degré. C'est plus que, non, c'est parce que tu citais Black and White, quoi. Ouais. Non, je pensais peut-être plus, tu vois, Aphrodite 9 ou, Ça, c'est chez Réflexion, ouais. Ok. Et, mais putain, j'en oublie un. Bah, Westron, alors, peut-être. Wetworks, c'est pas Wetworks auquel je pense, Cyberforce. Il y a un Cyberforce, petit côté Cyberforce, tu vois. Chez Réflexion, ouais. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai cité les deux. Ouais. De ma phrase. Mais du coup, fallait, non, mais du coup, tu laisses Réflexion, tu laisses Black and White. Non, mais c'est pour le coup, en fait, c'est plus Réflexion directement, parce que Black and White, du coup, font pas forcément des trucs c'est que Savage Dragon. Dans ce calibre, quoi. Ouais, ils ont que Savage dans les trucs un peu 90s, quoi. Voilà, très bien. Bah, du coup, effectivement, voilà, c'est plus pour cette niche de fans-là, qui peut-être, depuis toujours, lisent BPRD et se disent, ça manque quand même de roulage de palo et de gros monstres qu'on explose au fusil à pompe. Voilà, chacun ses goûts. Moi, j'ai apprécié la lecture quand même sur le plan graphique et parce qu'il y a vraiment ce côté un peu nanar. Puis que t'as le format qui fait, c'est toujours du format agrandi, comme c'est les Bad ID. Voilà, le choix du papier aussi qui est très agréable. Ouais. Enfin, c'est un beau travail de fab pour une BD que j'aurais oublié dès qu'on aura posé nos micros. Oui, ça c'est vrai, c'est clairement une BD qui ne marquera pas les esprits dans le sens où elle va pas vous laisser un souvenir impérissable. Par contre, clairement, quand vous la lisez, vous ne détesterez pas ce que vous êtes en train de lire, parce que, mais moi c'est la réflexion que je te faisais en amont de ce podcast, c'est pour moi c'est le genre de projet, on sait que Dinesh a des vues sur le cinéma, et d'ailleurs ça se concrétise de plus en plus puisqu'il recrute des scénaristes du cinéma pour faire des BD, et en même temps ces derniers s'occupent d'adapter leur bande dessinée en film. C'est un film legendary, ça, en fait. Oui. Tout simplement. Et alors, pas un mauvais film dans le sens qu'au moins, si ça devait être transposé, ce serait pas un film de Paul W.S. Anderson, tu vois, ce serait plutôt un truc, ouais, c'est ça, un truc qui au moins se laisse regarder et est pas trop mal mis en image, parce qu'effectivement, Thomas Giallo, ça reste une putain de brute au dessin, et que, bah voilà, il sait faire de l'action, que c'est violent, il y a du sang, ça tape dans tous les sens. Moi, je trouve que les clowns et tout ça sont plutôt réussis. Je suis pas fan par contre des Sasquatch et des Bigfoot, parce qu'en fait c'est pas des créatures qui m'intéressent de façon générale. Je trouve pas qu'elles sont c'est pas vraiment de l'horreur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre si le côté du clown avec les dents telles quelles et tout, c'est pas, enfin moi j'aime bien vraiment ça, façon Pennywise, ce que ça donne. Ouais, mais mais après Pennywise maintenant t'es vachement influencé par le dernier film, quoi. Tu vois, moi pour moi Pennywise il a pas forcément des dents. Non, je pensais comme ça, quoi, tu vois. Mouchetti où il a la gueule comme ça. Ouais. Mais donc c'est pour ça que je trouve que c'était plutôt intéressant, mais effectivement ça aurait mérité à minima d'avoir le double de pages, ne serait-ce que pour explorer plus en fait de folklore différents, et d'avoir d'autres créatures et d'avoir d'autres changements. Par contre, je suis pas d'accord, hein, la fin est ouverte, hein, parce que enfin il y a quand même un des passages qui dit si on a besoin de nous rappeler, on nous rappellera, donc tu peux faire une suite, quoi. Tu peux nous dire, ça c'est un peu une fin d'escroc, quoi. Tu peux, après c'est un concept, vraiment, c'est clairement je sais pas comment elle a marché aux États-Unis, mais si ça cartonne, bien entendu que t'en fais une suite, et ça fait genre 2 ans plus tard, putain les gars, ça fait 2 ans qu'ils sont passés, on a besoin de nous, tu vois, et puis voilà, ça fait aussi un peu le produit d'ailleurs très facilement adaptable. Mais je verrais bien Netflix mettre des ronds là-dedans. Mais tu vois, je disais David d'ailleurs pas par hasard. Je pensais au film Bright qu'il a fait, alors qu'il n'est pas exactement de même. Ouais, mais Bright, c'est insultant, parce que c'est vraiment de la merde, non? C'est pas vraiment de la merde, c'est un film médiocre. D'accord. Mais qui essaie d'avoir des idées, notamment, tu sais, c'est de la fantasy urbaine. Oui. Où on traite, en fait, les races de fantasy comme les hispaniques ou les noirs du ghetto, on va dire, par rapport à la police de Los Angeles. Là, il y a un peu le même délire, parce que tu sais, ils ont une sorte de négociateur, qui a un peu le facteur humoristique de l'album. Pardon. Et ils emmènent les monstres pour les interroger comme des flics feraient. Tu vois, t'as intérêt à te mettre à table et tout. J'ai rien à te dire. et là, du coup, t'as le négociateur qui, pour manipuler le clown, justement, lui dit, c'est original, comment t'as tué tel mec, et le clown qui répond, merci, les gens. T'es un fan, ouais, il y a quand même des points, il y a quand même des points de second degré où tu te dis, ils ont essayé de faire un truc pareil avec les démons avec qui tu passes des accords, etc. Mais ce que tu disais avant, Gage, c'est pas un mauvais scénariste non plus, quoi. Non, c'est ça. Mais en fait, ça a tellement peu de place, et ça va tellement vite vers sa conclusion, qui en plus est très précipité. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la conclusion la plus évidente, quoi. Tu sens, c'est tout le panel scénaristique pas trop, de installation, conflit, installation. Oh, le grand vilain, il est là, et hop là, c'est fini. Et tu te dis, bon, ouais. Ce qui est con, parce que moi, en plus, j'aime beaucoup les mythes grecs, dans lesquels le truc prouve son origine, ou même on voit du Lovecraft, je veux dire, sur la couverture. Ah ouais, bien sûr. Parce qu'il parle beaucoup de cryptozoologie, au final, c'est beaucoup quand même Hellraiser et Pennywise, et le Sasquatch. On voit pas assez, en fait, cette partie-là. Peut-être par peur du comparatif avec d'autres trucs qui seraient mieux, je sais pas. Non, mais par manque de place, parce qu'ils font un peu de temps aussi pour faire le petit parallèle un peu féministe, néo-féministe sur les bords, tu vois. C'est vraiment la toute petite touche un peu de social dans le message, pour pas oublier, voilà, pour qu'on soit pas complètement dans un truc juste con, tu vois, histoire d'avoir. Oui. Mais qui paraît
Ça, c'est normal, entre guillemets. Ouais, non, mais marcherait aussi dans un film, on dirait, ah oui, bah regardez, c'est un film de bourrin, mais avec un petit côté de message actuel. En fait, c'est un bon film de Dwayne Johnson. Ouais, ça peut être un peu un bon résumé de ce que c'est. Il jouerait le Sasquatch. Et donc voilà, donc ça s'appelle Monster Kill Squad, c'est disponible en livret pour 25€. N'hésitez pas à le lire si vous voulez un petit moment de détente ou par contre juste pour soutenir. Après, c'est parce qu'aussi si vous avez un pote un peu débile qui aime bien Call of Duty et tout. Ouais, comme moi, voilà, c'est ça. Non, mais je rigole. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres indés aussi qui sont parfois pas ouf, mais voilà, quitte à investir parce que les choix de lecture qu'on fait, en tout cas les choix d'achat de bouquins qu'on fait sont aussi des marques de soutien. Bah voilà, vous pouvez soutenir Bliss qui propose aussi. Oui, ça voilà. C'est sûr. Et après, par contre, on préfère l'œil d'Odin et l'île aux orques. C'est ce que j'allais dire. Même si Giorello a du temps à consacrer. Mais par contre, si vous avez aimé Tankers, qui est aussi bien bourrin, bien débile, Monster Kill Squad, c'est à mettre à côté quand même. Tankers, c'était peut-être plus, c'était moins débile. Enfin, c'était pas autant série B. Voilà, je sais pas comment dire. Ça s'assumait plus. Tu vois, là, je trouve que ça ne s'assume pas autant. C'est-à-dire que c'est peut-être trop emprunté. Que Tankers était vraiment dans le côté, on se fait un délire. Tu vois, on se fait ce délire. Là aussi, c'est un petit peu comme, mais bon, c'est pour ça que je les rapproche quand même plus les deux ensemble, tu vois, que de ENIAC, que de l'île aux orques ou que de Odin's Eye, tu vois. Mais bon. Bien sûr. Vous préférez quand même lire du Joshua Dysart si vous voulez acheter oui, de façon générale, quoi. De façon générale, lisez du Joshua Dysart. Donc, pour le deuxième, alors c'est pas du comics vraiment, c'est de la, mais ça tire son inspiration de la littérature américaine. Et puis ça emprunte tellement à un monument de la bande dessinée américaine que on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est le premier tome de Nouvelles Aventures de Parker. Et quand on dit Parker, c'est pas Parker Lewis ne perd jamais. Malheureusement, ramenez Parker Lewis. Faites un reboot, s'il vous plaît. Tu veux un peu reboot? Non, je veux pas un reboot. Je veux une version 4K restaurée. C'est ça, voilà, c'est ça, parce que ça servira. Un steelbook avec une chemise. Yes. Voilà. Donc non, Parker, donc La Proie, c'est scénarisé par Doug Headline, qui n'est autre que le fils de Jean-Patrick Manchette, qui est le traducteur, l'un des premiers traducteurs de Watchmen, et qui est aussi un auteur, un romancier, un des maîtres du polar, qui a notamment écrit Laissez bronzer les cadavres, le fameux que je te ressors à chaque fois parce qu'on est allé le voir au cinéma ensemble. Donc j'avais l'affiche, j'ai toujours l'affiche. L'affiche Tech Cinéma. Formidable affiche. J'ai offert à mon père qui l'a jamais affiché chez lui. Voilà. C'était une formidable affaire. Donc je disais que c'était scénarisé par Doug Headline, c'est illustré par Kieran, donc un artiste français. Et donc c'est l'album qui vient ouvrir une nouvelle collection chez Dupuis qui s'appelle Air Noir, qui est dédiée au polar. Et donc ça adapte l'un des romans de Richard Stark, donc qui est l'écrivain qui a créé Parker. C'est une série, je crois, c'est 16-17 romans en tout. Peut-être plus. Peut-être un peu plus. Il y en a quand même pas mal, ouais. Il faut que je crois que les 3 premiers sont en continuité. C'est The Body, les premiers, il me semble. Non, le premier, je les ai en plus, là, je les ai pris du coup en VO. C'est super dur à trouver en français. Ah ouais? Ouais, en français, c'est chez Rivage Noir, je crois, mais du coup, il y en a plein qui sont plus disponibles. Tu dois quand même en avoir une dizaine, mais c'est pas dans l'ordre. Et pour le coup, même si je sais que c'est des romans qui peuvent un peu se lire de façon décousue, t'as quand même les 2 premiers qui sont super importants parce que le premier, en gros, il se fait marave la gueule et il change de visage dans le deuxième parce qu'à la base, c'est un peu comme le Joker en 1940, il est laissé pour mort, mais finalement on le ramène. Là, c'est pareil, en fait, à la barre, Stark, il voulait faire un bouquin où il meurt à la fin, puis finalement on le fait revenir. Et pour expliquer qu'il revienne, en fait, il est passé un peu à l'ombre, il s'est fait changer le visage et il revient avec un nouveau visage, quoi. Donc tout ça pour dire que c'est quand même, il y a beaucoup de romans et il y avait déjà 4 romans qui avaient été adaptés à l'époque par Darwin Cook. Donc eux, pour lancer ce label, ils allaient pas non plus reprendre les BD qui avaient déjà été faites par Darwin Cook parce que c'est souffrir la comparaison avec l'incomparable, quoi. Mais ils tentent la comparaison. Ils tentent la comparaison. Moi, je pense qu'ils sont dans l'hommage plutôt, en fait. Ils les remercient à la fin de l'album. Je pense que c'est dans la continuité, en fait. Ils disent merci à Darwin Cook, on a adoré son œuvre, donc on voulait continuer. C'est ça. C'est une forme de continuation de l'œuvre de Darwin Cook avec donc cet album qui reprend donc. En plus long, quand même. Enfin, c'est pas chapitre. Enfin, si c'est chapitré, ce que je veux dire n'a pas de sens, mais. C'est pas aussi compact que du Cook. C'est plus bavard et. Oui, ça prend un format un peu plus épais aussi, hein, avec une centaine de pages. Donc, La Proie, c'est l'adaptation du roman Un petit coup de vinaigre, The Sour Lemon Score, ou The Hunted, pour le coup. C'est les 2 versions du roman. Et donc, ça avait été publié en 1969. Il y a du vinaigre dans quoi?
Non, mais tu sais, Je cherche le moment où il y aurait du vinaigre. un petit coup de vinaigre, mais non, mais c'est pour je sais pas, j'imagine pour l'amertume ou l'acidité. Ouais. The sour lemon score, je sais pas pourquoi, effectivement. Là, du coup, pareil, le citron acide, je vois pas de citron. Hein, bref, on s'en fout, peu importe. Après, continue. C'est le nom qu'ils donnent au braquage, ou je sais pas, tu vois, ça, peut-être que dans la VO, ça se comprend plus par rapport au jargon, mais après, c'est peut-être juste une expression un peu du polar et du gangster, quoi, je sais pas. Un petit coup de vinaigre. Je sais pas. Un petit coup de vinaigre, Roger. Ouais. Et donc, bah voilà. Enfin, donc c'est comme bien souvent, c'est Parker qui monte un casse, qui se fait trahir et qui va chercher à se venger ensuite. Comme d'hab. Non, mais je crois que c'est ça. Du coup, moi, j'essaye de m'y intéresser. Je m'y intéresse. J'ai pris les 2 premiers. Je vais essayer un peu de les lire et tout ça parce que j'aime bien les polars en fait de façon générale. Mais de ce que je comprends en faisant mes recherches sur Parker, c'est quand même souvent un peu ce modèle. Souvent cette structure-là. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu lis les résumés des histoires, tu fais, mais attends, mais c'est le même résumé. Mais surtout qu'en plus, tu te demandes pourquoi travailler encore avec Parker, quoi, à la fin. C'est les mecs qui sont en genre, à ce moment-là, on va le trahir. Mais attends, il y a 10 mecs qui ont essayé avant, ils sont tous là, hein. Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est un peu ça, le personnage de Parker. Il est culte dans la littérature noire américaine. Enfin, du noir aux États-Unis, veux-je dire. Dans le sens où, en fait, c'est un personnage qui est à la fois le héros et le méchant de ses aventures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une masse, froide, absolument inintéressé par toute forme de sentiment humain. Il fait un braquage pour l'argent parce que c'est son métier, c'est un professionnel au sens que lui il voit ça comme un truc de carrière. Il se fait trahir et après en fait il passe le reste de l'album à cavaler après les mecs qui l'ont trahi de manière extrêmement efficace, extrêmement méthodique. Il va jamais développer le moins de sentiments humains. Les interactions humaines l'emmerdent. C'est presque un Terminator en fait. C'est littéralement il marche lentement vers sa proie. Et à la fin, bah, il se venge et c'est terminé, quoi. Donc, effectivement, il y a un côté un peu répétitif. Alors moi, j'ai essayé de mettre le nez dans les romans, mais j'admets bien volontiers que je préfère l'approche. Enfin, j'ai découvert Parker avec, évidemment, les romans graphiques de Darwin Cook, et pour moi, ça resterait éternellement associé à de la bande dessinée. Donc, je suis ravi déjà que des gens se motivent pour faire une suite spirituelle. Oui, apocryphe. Après, de toute façon, dans tous les cas, Cook n'avait pas écrit les scripts de Parker. Hein. Oui. Il a pas appris. Enfin, il a pas rajouté d'éléments ni rien. Il a travaillé avec Westlake. Bon, Richard, oui, ça, c'est Donald Westlake, c'est Richard Stark. C'est comme Stephen King qui a aussi écrit sous un autre alias à un moment, voilà, certains de ses romans. Mais voilà. C'est ça. Mais même Westlake avait plusieurs alias. Oui, il en avait un 3e aussi. T'as raison. C'est ça. Et beaucoup de gens justement trouvent assez amusant parce que dans Parker aussi, il y a le fait qu'on ne sait pas comment s'appelle Parker. C'est un alias de braqueur. On ne sait pas quelle est sa vraie vie, quelles sont ses origines et tout. Et l'écriture de Stark, en fait, apparemment, est pareil, très ciselée, très méthodique, très dépourvue d'émotions ou de sentiments. Et en fait, beaucoup de gens, du coup, disent que la forme épouse, c'est pour ça que c'est une série qui est assez culte, la forme épouse le fond, en fait. C'est-à-dire que quand tu lis du Richard Stark, c'est comme si tu étais dans l'esprit de Parker, au sens où il n'y a pas, en fait, de place pour l'affect ou pour l'empathie. C'est juste, on te décrit ce qui se passe. Du coup, un peu un côté nouveau roman, tu vois, à la Robe Grillée ou quoi. Du coup, de ce point de vue-là, effectivement, le graphisme que Cook avait mis à l'époque, ça permettait de mettre justement des images plus sensibles, tout en ayant, en fait, cette espèce de couleur unifiée, pour rappeler en fait cet effet littéraire. C'est-à-dire que c'est un monde qui n'a pas de couleur parce que c'est un monde qui n'a pas d'empathie. Et alors évidemment, on va pas non plus passer tout le podcast à parler de Darwin Cook, mais c'est considéré comme un chef-d'œuvre, hein, ces 4 adaptations qu'il a fait. Donc en accord avec l'auteur qui est mort avant la sortie du premier volume. Et beaucoup de gens justement considèrent que c'est un peu le pinacle de sa carrière, avec New Frontier évidemment. Donc là, moi j'attendais avec plaisir cet album-là, qui réussit peut-être mieux que Darwin Cook à faire sentir l'effet du roman. C'est-à-dire que quand même Cook, bah, c'est pas un auteur qui est dans le narratif, enfin pas le narratif vocal, il est pas dans le vocabulaire, il est dans le dessin. Il y a beaucoup moins de texte chez lui, que là pour le coup ça ressemble vraiment à du roman graphique au sens strict. Ouais, tu sens, je sais pas, j'ai pas le bouquin vu que je l'ai pas lu en VO ni en VF du roman, mais tu pourrais te dire que Doug a vraiment pris des morceaux de phrases pour les intercaler dans le truc. Hein, à mon sens, c'est presque certain. Dans la façon, je suis pas sûr qu'il ait forcément réécrit quoi que ce soit en fait dans les cases dans les textes récitatifs, tu vois. Mais c'est possible, ouais. Mais du coup, en fait, l'apport de la BD elle-même, ça te met des images là où on t'aurait décrit les scènes, en fait, simplement. Et t'as le roman du début à la fin avec tout ce qui s'ensuit. Donc en l'occurrence, effectivement, Parker braque une banque avec un dénommé George Hull, qui est le pilote qui aide les gangsters à s'échapper. Il tue 2 de ses copains et il manque Parker, qui ensuite se lance dans une longue croisade pour remonter sa piste. Il faut apprécier aussi ce genre de littérature, hein.
qui donc comme je l'ai dit ne va pas en fait comporter un grand moment de joie ou un moment d'illumination. Parker il fait la gueule pendant tout le volume et à la fin il zigouille le mec, voilà, spoiler, hein, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est intéressant en fait plutôt voilà, c'est comment est-ce que on ravive ce souvenir particulier, comment on reconstruit cette époque, cet imaginaire en fait des gangsters américains de la lointaine époque des années 50, 60, 70, à l'époque où il n'y avait pas de smartphone et compagnie. Le réseau qui met en mouvement aussi avec tous les personnages secondaires, où en fait Parker, voilà, il a un agent qu'il faut contacter pour prendre contact avec lui. Il y a des motels aussi qui accueillent les truands qui sont en vadrouille. Il y a tous ces petits personnages en fait qui sont des civils mais qui se trouvent dans la périphérie, dans l'orbite de tueurs en série ou de tueurs, généralement de tueurs quoi, et qui vont se faire massacrer en cours de route. Enfin, cette espèce d'écriture extrêmement froide et qui est très bien retranscrite dans l'album, où en fait l'humain n'est qu'une chair à canon, un obstacle entre des règlements de compte de purs enfoirés pour 3 francs 6 sous. En plus, c'est vraiment là pour le coup, ils se battent pour des pécadilles de pognon quoi. C'est vraiment. C'est pour ça que c'est $30 000, ce qui devait être beaucoup à l'époque évidemment, mais c'est pas non plus, ça vaut pas la peine se partager à 4, ça vaut pas forcément la peine de se faire chier. C'est pour ça que le côté The Sour Lemon Score, ça veut dire c'est un coup un peu amer parce que en fait il y avait rien, tu vois, dans le truc. Ouais. C'est pour ça, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs il y a pas forcément de résolution qui est c'est ça aussi. Ouais, mais elle est géniale, mais du coup c'est une sorte d'ironie un peu macabre de te dire en fait à quel point justement Parker lui-même en fait c'est juste un mode opératoire de se dire bon, il faut que je me venge quand même parce que je suis un professionnel. Par principe, ouais. Voilà, c'est partie du contrat. Un mec me trahit, je le tue. Et en cours de route, tu te dis, mais en même temps, oui, non seulement c'était pas posté pour pas grand chose, mais en plus à la fin, tu te dis, franchement, frérot, au pire, t'aurais juste pu tourner la page et pas te casser, pas en fait buter plein de gens en cours de route, quoi. Ouais, mais non, mais on fait chier de se faire trahir, quoi. Donc non. Après, du coup, ce qui est bien aussi, c'est il y a beaucoup de pages qui servent de transition entre des moments signifiants. Comme le moment où il se fait droguer, par exemple, où il y a une vraie recherche graphique sur comment tu mets en avant l'hallucination qui traverse. Ouais. Les scènes de pont aussi, c'est qui est fait un peu en flat. Et ce côté, tu sais, des vieilles publicités américaines des années 50-60, tu vois. Mais il y a un côté aussi. C'est assez fou. Non, Kieran, il est, pour le coup, moi je connaissais pas, parce qu'il a fait d'autres trucs avant, donc c'est pas un débutant non plus. Mais c'est, voilà, il fait de la franco-belge, hein, je crois. Ouais, donc, en essayant pas d'imiter Darwin Cook. Non, mais t'as pas un effet, on va dire, Elsa Chartier, tu vois, tu te dis pas que c'est un héritier direct. De l'époque, ouais. C'est vraiment, il a réapproprié, en fait, des techniques que Cook utilise pour son découpage, la couleur, évidemment, qui est très importante, les regards aussi très, très appuyés. Les designs féminins, peut-être, sont ce qu'il y a de plus Cook, en fait, dans l'album. Ouais, avec le trait un peu... Ce trait un peu filiforme, un peu pin-up, un peu dessin de magazine, ou gravure enfin, pas gravure de mode, mais croquis de dessinateurs, tu sais, avec les nanas qui ont un bassin un peu rond et des jambes très filiformes, qui marchent super bien. C'est plus expressif au niveau des visages, par contre, parce que c'est vrai que Cook, il a une palette de visages qui est assez restreinte, parce qu'il a un dessin plus minimal et plus cartoon par rapport à ça. Là, les personnages sont vachement expressifs, notamment les nanas d'ailleurs. Et Parker qui a toujours cette espèce d'énorme paire de sourcils froncés, qui est très bien identifié. Ça, c'est assez fort quand même, parce que c'est pareil, quand tu passes derrière Cook, qui avait fait un Parker mémorable, je veux dire, quand tu vois la gueule du Parker de Cook, tu dis oui, c'est Parker. Là, pour le coup, il en fait un différent, mais immédiatement, justement, la stature, les détails qui sont faits sur les visages font que tu arrives bien à situer pourquoi ce personnage-là est différent des autres dans l'album. Bon, après, c'est pris avec les défauts des romans de cette époque, c'est-à-dire qu'il y a eu un vague fond homophobe, on va dire, parce que c'est pas nouveau, genre dans les romans de Stark aussi, il y a du sexisme, il y a de l'homophobie, ça a été écrit à cette époque-là, hein, évidemment. Le fantasme du gangster gay, qui est pas non plus très très pertinent, mais bon, ils en font pas des caisses par rapport à ça, dans le sens où c'est très secondaire, sur un détail, sur un des personnages. Il avait fait un Doggy Bags, Kieran. Il était dans pas du tout, en fait. Ça. Non, pardon, mais non, mais parce que je reviens juste là-dessus, mais il était dans le Doggy Bags 2. Très bien. Voilà. Formidable. Bah, pour dire, quand même. Voilà. Comparons, sors le Arnaud, tu l'as là-bas, je crois. Oui, il est quelque part, oui. Mais il y a tellement de BD. Mais du coup, ouais, après, le petit reproche, moi, c'est que, justement, là où Cook arrivait peut-être à synthétiser, là, c'est pas une lecture que vous allez plier en 1h30. Il faut si, 1h30 peut-être. Il faut quand même prendre le temps, voilà, installer le feu devant la cheminée, se servir un bon cognac, après, se mettre dans le fauteuil, laisser le chat venir, ronronner, tu sors l'album, et là, t'en as pour une bonne soirée. Voilà, je fais passer chez moi, mais c'est un vrai bon polar comme ça que c'est ça. Que tu lis à ton rythme, quoi. Mais du coup, il a peut-être un léger manque de pics de relief. C'est-à-dire que t'as des pics de relief, au sens où t'as des scènes plus marquantes que d'autres,
ou une accélération qui se trouve à un moment donné sur la fin, mais c'est quand même beaucoup d'allers-retours et d'enchevêtrements. Après, c'est peut-être l'histoire qui veut ça. Mais je trouve que tu, par exemple, dans le découpage, parce que c'est structuré en chapitres, et la rupture entre la fin du chapitre 2 et le début du 3, je la trouve géniale, tu vois. Où d'un coup, on commence à passer à d'autres points de vue, d'autres personnages, tu vois, et tu recoupes, et là, il y a peut-être même un côté un peu... le fait à chaque roman aussi. Ouais, mais il y a peut-être un côté, je sais pas, à la Criminal même, en fait. Richard Stark est une énorme influence de Brian Brubaker, hein. Dans la correspondance de... Mais c'est pour ça, je pense que ça plaira aux fans de Criminal, tu vois. Bien sûr, dans la correspondance de Brubaker, il y avait justement, tu sais, les fameuses newsletters qu'il fait avec ses fans ou leurs éditoriaux où il conseillait des films aux gens, il conseillait des romans aux gens. Et il y en a un, en fait, où c'est une discussion entre lui et Darwin Cook qui parle de Parker. Où justement, il compare les adaptations à la télé, ils disent, c'est quoi ton roman préféré de Stark et tout. Voilà, et Cook, qui est un énorme fan aussi des romans graphiques Brubaker, qui est un énorme fan des romans graphiques de Cook. Donc oui, effectivement, c'est cette école de polar à l'ancienne, pour les fans de films comme Les Amis d'Eddie Coyle ou Requiem pour un boxeur. Voilà, c'est pour un poids lourd. C'est ce genre en fait de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un poids lourd du coup dans Requiem pour un poids lourd. Oui, il y a un poids lourd qui est un plein Requiem. D'accord. Okay. Enfin, pour le coup, ceux qui aiment les vrais classiques du film noir, ou je sais pas moi, le facteur sonne toujours deux fois, tu vois. Je sais pas si c'est le facteur d'ailleurs. Si The Postman Always Rings Twice, oui c'est ça, c'est le facteur. Enfin bon, si vous avez des gens qui ont vu des films noirs dans leur vie, contrairement à Arnaud Kikou, c'est vraiment un très bon représentant de cette catégorie-là. Et effectivement, graphiquement, cette nappe de bleu froid qui devient du coup à la fin plutôt un gris, qui sous-tend tout l'album, cette épaisseur de l'ancrage aussi, qui est vraiment génial. Le moindre contour est travaillé et tout. Ouais. Ces designs de l'Amérique d'autrefois et tout. Enfin, c'est vraiment très très agréable à l'œil. À mon sens, c'est pas 100% du niveau de qualité de Cook, mais déjà faire 90% d'un chef-d'œuvre, c'est déjà très bien. Tu vois, qu'on disait au début du podcast, c'est presque un chef-d'œuvre. Voilà, c'est presque un chef-d'œuvre. Non, et puis comme dit, quand tu vois après qui tu passes, ça aurait pu être tellement casse-gueule, c'est tellement, enfin, j'imagine pas la pression qu'a dû se mettre Kieran quand même pour. Oui, et puis je suis un enfoiré de rappeler ça en plus parce que quelque part, il y a plein de gens qui n'ont pas lu l'œuvre de Darwin Cook, des gens qui n'aiment pas, hein, probablement, ça doit exister sur Terre, le monde est vaste. Mais surtout, voilà, c'est vrai que c'est pas cool parce qu'effectivement, le rapport comparatif, il est toujours défavorable quand tu parles d'un truc aussi haut. Et dans la vraie vie, moi, je suis ravi que la série continue en d'autres mains, des mains expertes, des mains qui savent ce qu'elles font et qui très clairement sont des gros fans de Stark, au point justement d'être limite plus fidèles qu'avant dans l'application de son écriture. Moi, les gars, faites-moi 3 tomes, 4 tomes comme ça, je suis ravi. Il y en a un deuxième qui est déjà prévu, qui a déjà été annoncé normalement, d'ailleurs, même, je crois, pour cette année. Peut-être qu'on pourrait, encore une fois, varier le choix chromatique. Ah, tu crois? Bah ouais. Tu vois, genre mettre une couleur différente à chaque tome, parce qu'il y a que je sais pas si monsieur Jalabert nous écoute, les gars. vu que c'est lui qui est l'éditeur, peut-être qu'il pourra en prendre note. Je sais pas comment il compte fonctionner. En tout cas, on vous la conseille. Ouais, c'était vraiment très très cool. Et donc, pour terminer, on vous parle d'une série indé qui s'appelle The One Hand and the Six Fingers. C'est donc un diptyque, enfin c'est un duo de séries qui se lient en parallèle les unes les autres. C'est avec Ram V à l'écriture d'un côté et Dan Waters de l'autre, et du côté des dessins il y a Ananderka d'un côté et ma mémoire elle n'est pas aussi bonne que tu ne le penses, petit Arnaud. Je peux pas t'aider. Voilà, tu n'as pas pris tes notes. Tu te parles comme ça quand je suis pas là? Laurence Campbell, mais non, en plus c'est pas Ananderka du tout, c'est Sumit Kumar. C'est Sumit Kumar. Mais oui, c'est Sumit Kumar. Sumit Kumar, putain. Tu dis de la merde. Bah oui, et Laurence Campbell, donc Laurence Campbell et Sumit Kumar au dessin. Donc Corentin, d'un côté le point de vue d'un enquêteur qui est sur le point de prendre sa retraite, et d'un coup il y a une vieille histoire d'un tueur qu'il a pourtant déjà arrêté 2 fois techniquement, en fait, qui refait surface, et donc en fait le tueur est de nouveau en liberté. Et de l'autre côté, le point de vue d'un mec qui pense être le tueur en question. Les deux histoires se croisent. On en est au 3e numéro en VF, parce que ce qui est un peu particulier, on décide de vous en parler maintenant et de pas attendre forcément la conclusion, parce que je pense que c'est intéressant de s'intéresser aussi au modèle de publication, puisqu'en fait Urban Comics, chez qui c'est édité, a décidé de mensualiser cette sortie, notamment parce que les 2 séries se lisent en parallèle, en faisant donc un petit coffret avec 5 fascicules de 7,95€, je crois, un truc comme ça, 7,90€ chacun, où en fait tous les mois tu viens et tu lis ton numéro de The One Hand d'un côté, de The Six Fingers de l'autre, sachant que exactement, sachant que c'est vraiment très bien pensé, puisque chaque numéro
de la série effectivement se renvoient. C'est-à-dire qu'il y a toujours au moins une scène de The One Hand qui va se retrouver dans The Six Fingers ou inversement, donc ce qui permet vraiment en plus de développer le mystère et de venir tous les mois pour savoir un peu comment cette histoire va s'en sortir. Moi j'ai joué le jeu, j'ai pas lu en VO du tout, donc j'attends impatiemment de découvrir comment on va s'en sortir, parce que même à plus de la moitié de la série ça reste encore bien flou en termes de qu'est-ce qui se passe. Et Corentin, toi comment trouves-tu ce titre? Bien. Très bien, Corentin. Est-ce que tu peux développer ton avis? Non, c'est très bien. C'est assez intéressant, justement, parce que c'est pas une seule série, en fait, en 12 numéros. C'est bien 2 séries avec des tonalités, on va dire, ou en tout cas des aspirations, un message qui est pas forcément le même. Je serais même assez intéressé de voir ce que ça pourra donner d'ici quelques années de les lire, genre, juste une sans l'autre. Ça pourrait être un vrai exercice assez intéressant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans le sens où d'un côté, après, effectivement, elles sont pas pensées non plus pour être lues indépendamment. Enfin, je sais pas. T'as que la moitié du gâteau, quoi. L'exercice, parce que au niveau de l'écriture, on va dire que Ramvé et Dan Waters, c'est pas la même personne. Attention, on les a déjà vus ensemble dans la même pièce. Littéralement leur studio, puisqu'ils bossent ensemble dans le même studio. Mais du coup, d'un côté, t'as un polar vraiment très sombre. Enfin, les deux sont des polars très sombres, mais t'as un polar classique avec le vieux détective, effectivement, qui a déjà coffré le tueur en série fou qui signait avec sa main. Vu que c'est un univers un peu futuriste, Blade Runner, enfin je sais pas, moi ça me fait un peu penser à Blade Runner, je sais pas. C'est du cyberpunk. Effectivement, un monde futuriste, qui est futuriste dans l'idée, mais comme beaucoup de monde cyberpunk, c'est jamais qu'une projection de notre monde à nous. Et de l'autre, t'as l'histoire de ce gamin qui est un peu en train de foirer sa carrière, qui se rêve archéologue d'une civilisation disparue, dont il pense pouvoir retrouver les traces, et qui a un petit boulot. Qui a pas les financements, qui arrive pas à avoir les financements pour ça. Voilà, qui a un petit boulot dans une espèce de centrale nucléaire, on va dire, pour résumer, pour schématiser. Et tu vois d'un côté la descente aux enfers de l'un des deux, et de l'autre, une vraie traque de limier. Ça fonctionne carrément bien sur le côté passe décisive. En fait, ça pourrait être, tu sais, il y a des séries qui ont déjà fait ça, je veux dire, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, Criminal. Où il y a déjà eu des projets comme ça où tu vois le point de vue de chaque personnage à chaque single et comment en fait chacun interprète le truc. Mais là en fait la logique de suivi et de feuilletonnement fait qu'effectivement ça ajoute un petit côté un peu suspense, un petit côté tiens je te fais là un peu Cadavreski, tu vois, genre tiens je te laisse avec ça, ah oui je vais faire ça dans ce cas-là et tout. Jusqu'au moment où ça se recoupe, et du coup je vais vous spoiler la fin tout de suite. Non. En fait, depuis le début, c'était les wokistes. C'était les wokistes. Voilà. Et non, mais c'était les wokistes. Ah putain, c'était donc eux. Voilà, les islamo-hamas. Voilà. Et du coup, non, c'est bien foutu. Après, graphiquement, ils ont aussi trouvé une façon intelligente de mettre les univers en cohérence. Tu sens un travail de studio, en fait. Tu sens un travail d'une équipe créative à 4 mains, voire à 8 mains, qui a bossé. Enfin, c'est rigolo ça, 8 mains, one hand. Qui a bossé en cohésion. C'est pas le meilleur comics de Ramvé, mais c'est une expérience très intéressante au sens expérience de travail, aussi expérience de lecture. Et oui, Urban a trouvé la bonne solution pour faire vivre cette expérience-là au lectorat français. Parce qu'effectivement, sortir 2 albums, ou alors une maxi en 12, en leur disant, 10, en 10, ouais. Voilà toute l'histoire, ça a du coup moins le côté suspense, moins le côté l'épisode de la semaine, on va dire. Non, ouais, pour le coup, c'est pas, enfin, il y a de la façon que ils choisissent le grand format pour certains titres, ils vont clairement pas faire ça de la mensualisation pour tout, parce que déjà tous les titres ne le méritent pas en tant que tel. Là, il y a vraiment l'application pour le concept, quoi. Et en l'occurrence, effectivement, je pense que s'ils avaient sorti 2 albums séparés, ils auraient beau pu mettre le diptyque qui se lit en même temps ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, ça, je pense, ça aurait pas du tout fonctionné. Je pense que clairement, alors que là, l'approche du format un petit peu différente, en plus avec le côté on a un petit coffret un peu joli pour vous inciter quand même à suivre l'ensemble et tout, et tout, ça fait que ça a forcément dû aussi susciter un peu d'attention en plus, et je pense que ouais, ça sert bien le projet, parce qu'en plus c'est éditorialement c'est vraiment en raccord en fait avec la façon dont l'intrigue elle est construite, et limite les gens qui se disent ouais, j'attends une intégrale et tout ça, je pense que limite ils feront le mauvais choix, même pour gagner 5 € sur le prix total de l'album final, tu vois. C'est compliqué d'en parler sans spoiler, du coup c'est un peu dommage, mais parce que toi tu prends de l'avance, tu as pris de l'avance sur celui-là. Oui. Voilà. L'utilisation de la tech aussi qui est assez secondaire en fait, mais c'est vrai que ça fait peut-être plus justement de ces BD à la, j'ai pas envie de dire Metal Hurlant, parce que Metal Hurlant c'est plus créatif que ça. Ces BD justement, on va dire plus empruntés au code de la science-fiction, qui en fait là avec juste des petites idées par-ci par-là, tu vois, genre le bordel,
ou même le motif dont se sert le tueur, l'espèce de code, de QR code bizarre là. C'est les petites idées qui permettent quand même de bâtir un monde assez crédible. Tu vois, c'est Neo Novea, je crois, Novanum, je sais pas comment s'appelle la ville, mais voilà, merci Arnaud, qui arrive à rendre Novena. crédible. Neo Novena. Voilà. Et t'as vraiment tous les codes. En fait, c'est le cyberpunk, c'est un monde qui s'est beaucoup organisé. Enfin, on dit cyberpunk ou on dit tech noir, ça dépend de à qui on parle. Mais est-ce que dans le côté noir, ça te ferait pas penser à du Fincher aussi? Oui. Tu penses à Seven? Ouais. Ouais. En vrai, ça peut. Parce qu'il y a aussi le côté mec qui coupe des membres et tout, ouais. Effectivement, oui, mais bien sûr. Mais dans la traque comme ça, bien. Bah, de toute façon, bien... Seven, c'est un film noir, même pas néo-noir, c'est un film noir classique, hein. Le détective en imperméable, avec son chapeau et son jeune assistant, enfin, son jeune sidekick et tout. Effectivement, carrément, même, tu peux penser à The Spirit et tout ça comme ça. Mais, enfin, plutôt, le comics que le film, en l'occurrence. Un peu moins classique, quand même. Mais... Oui, mais alors, ce que je veux dire, c'est que justement, en fait, l'utilisation du cyberpunk, généralement, ça sert aussi plus pour les environnements de polar. C'est-à-dire que c'est, en fait, souvent, tu vas regarder au sommet de la pyramide, pour voir un peu comment ce monde-là, qui est injuste et architecturé. Et t'as toujours, en général, la figure, en fait, du vieux flic, à la Rick Deckard, tu vois, qui lui-même, en tant que Blade Runner, bah, c'est un mec en imperméable avec un flingue, tu vois, littéralement, un insigne, un flingue, qui bosse pour une compagnie privée, mais ça reste un vieux flic. Et là, en fait, effectivement, le fait l'idée qui nous permet de voir le point de vue de la créature traquée, on va dire, enfin, de la personne traquée, c'est une façon intéressante de ramener un peu de nouveauté dans ce genre qui est quand même très, très figé et bah, qui a déjà beaucoup été fait, quoi. Tu vois, ça, on a quand même beaucoup... C'est devenu un peu un motif à un moment donné où tu dis, oui, bon, bah voilà, c'est cyberpunk, quoi, donc à la fin, on va découvrir comme machin et tout. Là, effectivement, ça rentre plus dans le côté vraiment serial killer... du monde réel, entre guillemets, même s'il y a des données plus fortes qu'à la fin. Enfin, je sais pas, voilà. C'est compliqué d'en parler. On en refera peut-être juste un petit mot au mois de mai, quand tout aura terminé. En tout cas, c'était satisfaisant. On en rediscutera là-dedans, mais en tout cas, l'expérience de lecteur à suivre, à l'heure actuelle, je la trouve vraiment plutôt cool. Donc, je pense pas que ça mérite d'être reproduit pour d'autres, enfin, je vois pas sur quel autre titre ça pourrait être reproduit pour l'instant, parce que j'ai pas Batman. Oui, enfin, ils vont faire sur le Batman, effectivement, le Batman H2, ils vont le faire un petit peu pareil, mais c'est différent parce qu'il l'avait fait pour Watchmen aussi, il l'avait ressorti en single. Mais sur le feuilleton policier en général, c'est un truc qui marche bien parce que tu as, en fait, Batman, ça va être un peu frustrant parce que le 158, là, c'est un peu frustrant. Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas si ça va marcher. Oui, mais les gens, ils après, c'est Jeff Lubb, Jimmy. Après, voilà, c'est vraiment, Jim Lee en noir et blanc, c'est pour certains comics un peu exceptionnels, on fait un montage, enfin, un dispositif exceptionnel, tu vois, donc ça reste une exception en tant que tel, ils vont pas le faire plus que 2 fois par an. Si Frank Miller revient faire un Batman, ils feront pareil, je pense. Ça dépend du truc. Mais en tout cas, voilà. C'est plutôt recommandé, 7,90€ par numéro. Il y avait que le numéro 1 qui était proposé avec le coffret. Et donc, s'ils sont tous écoulés, j'imagine que les coffrets sont plus disponibles. Je sais pas comment trop ça marche. Mais ça reste quand même un truc plutôt sympathique à lire. Donc, n'hésitez pas à rattraper les 3 numéros, puis à lire les 2 autres en temps réel, en tant que, à la sortie, histoire de vraiment vivre l'expérience telle qu'elle a été pensée. Ou sinon, de prendre les numéros une fois qu'ils sont sortis et vous les faire juste un à un, parce que ça reste quand même un truc. Mais bon, c'est un peu dommage de faire du binge watching, je pense un peu, tu vois. Je pense qu'il y a un plaisir quand même aussi à revenir chez ton libraire tous les mois. Après, si t'as pas envie, oui, voilà. Si t'as pas envie d'attendre, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, on en a terminé pour les back issues d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires tout ça, ce que vous avez lu, si vous avez envie de tester l'un des trucs dont on a parlé, ou au contraire, si non. Et en tout cas, s'il vous reste des sous après être allé en librairie, n'hésitez pas à nous soutenir via notre Tipeee. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Salut!